on suit toutes les affaires internationales et européennes. Et donc, on travaille énormément sur tous les pays du monde, notamment les pays qui sont en crise. Nous à la fois, nous auditionnons beaucoup les membres du gouvernement, parce que c'est notre travail de contrôle. Nous organisons, nous sommes chargés aussi de ratifier les traités et les conventions que la France signe avec les institutions internationales, avec d'autres pays, soit bilatéraux donc ou multilatérales. Et par ailleurs, nous avons environ 8 à 10 grandes missions par an qui durent toute l'année, dans laquelle se répartissent les membres de la Commission des Affaires étrangères, dans laquelle nous étudions des sujets particuliers. Alors, nous avons eu par exemple une grande mission sur la Côte d'Ivoire, nous en avons beaucoup suivi sur ce qui se passe en Syrie, vous voyez. Nous avons tous les sujets internationaux que vous pouvez imaginer. On a beaucoup mis l'accent sur le Maghreb aussi, sur l'Afrique de l'Ouest, mais pas seulement. Et donc on publie des rapports qui sont. Dans ces missions, on auditionne, on a nos propres opinions et notre propre travail, mais on s'informe auprès à la fois d'experts, d'ONG, d'associations, vous voyez. Par exemple, quand on a beaucoup travaillé sur le Mali, on auditionne par exemple les Saints du Monde, toutes les grandes ONG. Et puis, on publie un rapport, chaque mission publie un rapport. Donc ça fait beaucoup de travail approfondi. Et donc moi, je préside cette commission. Donc ça me prend beaucoup de temps, en général, le lundi, mardi, mercredi et jeudi matin. Et dans l'intervalle, le mardi et le mercredi, il y a beaucoup de réunions publiques, de séances publiques rassemblées, où on examine les projets de loi. Alors c'est pour ça qu'on se spécialise et on se répartit le travail entre commissions. Moi, c'est assez rare que j'aille suivre de bout en bout le travail d'un texte législatif sur les questions de justice. Pourtant, j'ai été ministre de la Justice. Donc, ce que je fais, c'est que je m'informe, on a des réunions de groupe politiques dans lesquelles on suit l'évolution des textes, et puis je tâche de venir voter quand j'ai pas les réunions de ma commission, parce que quelquefois, il faut se réunir en urgence. Donc voilà, alors, pour résumer, tout le début de la semaine, je suis à l'Assemblée nationale. Quand j'ai des voyages à faire, parce que forcément on me demande de participer, soit je suis invitée par le président de la République ou par le Premier ministre, mais on a des déplacements aussi à faire. Quand, par exemple, je reçois en général le lundi ou le mardi, je reçois beaucoup d'ambassadeurs, de ministres étrangers de passage à Paris. Il y a la dernière personnalité étrangère que j'ai reçue, c'est Jean Ping, qui est un opposant gabonais, qui a d'ailleurs probablement, c'est pas officiel, gagné les élections. C'était confisqué par le président Bongo, qui reste au pouvoir. Donc c'est un travail très prenant, mais très passionnant. Et alors, à partir du jeudi, matin ou après-midi, je mets l'accent sur ma circonscription. Donc là, je suis en général, parce que quand il y a des voyages, je tâche de les caser entre le mercredi et le jeudi, des voyages que moi j'initie. Mais quand je pars avec le président de la République, je ne choisis pas les dates. Voilà. Mais donc, en général, je passe, comme tous les députés font ça, on partage le temps entre l'Assemblée nationale et la circonscription. Et ça veut dire que dans nos circonscriptions, on est surtout présent le week-end, parce que c'est là que les gens se réunissent quand ils ont terminé leur travail, ou le soir. Donc ça veut dire qu'on arrête rarement de travailler, mais c'est très intéressant. Et je ne comprends pas comment les députés peuvent avoir plusieurs mandats, tellement quand même
Quelle étude vous avez fait? Quelle étude Vous avez fait? Oui. Alors, moi, je suis née au Maroc, hein, donc j'ai commencé, je suis française, mais née au Maroc. J'ai fait toutes mes études primaires et secondaires à Marrakech, dans une école française, et des écoles, lycées français, hein, ça existe toujours, hein, comme vous savez peut-être, les lycées français à l'étranger. Et après, j'ai fait 2 années, je suis partie du Maroc après mes bacs, à l'époque il y en avait 2, à l'âge de 16 ans, et je suis allée faire 2 années d'études supérieures à Rabat, à la fac. Là j'ai commencé à étudier l'anglais, faire une licence d'anglais, et puis après je suis revenue en France, à Montpellier, j'ai terminé ma licence. Et j'ai commencé à étudier à la fac aussi l'économie. Et puis je me suis mis en tête de préparer l'école nationale de l'administration, parce que je voulais à l'époque être diplomate. Et donc je m'étais renseignée, on m'avait dit c'est ça qu'il faut faire. Et au bout de 3 ans d'études, voilà, j'ai réussi à l'école nationale d'administration. Donc je suis sortie. La plupart d'entre vous n'étaient pas nés en 1974. Et après, je suis allée au ministère des Finances. Ensuite, j'ai travaillé, je suis restée 5 ans au ministère des Finances. Ils m'ont envoyé ensuite 2 ans comme attachée financière à notre ambassade à Londres. Ensuite, je suis revenue à Paris. Là, le président Mitterrand a été élu. J'avais milité pour lui. J'ai toujours été à gauche, moi, parce que j'étais contre le colonialisme. Donc, quand j'avais 13 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser un peu à la politique, je me suis engagée comme ça. Et là, j'ai été donc au cabinet de Jacques Delors, ministre des Finances. Puis ensuite à l'Élysée pour travailler avec le président Mitterrand comme conseillère. Je suis restée de 82 à 90, donc ça fait 8 ans quand même. J'ai travaillé avec le président Mitterrand sur les questions économiques et financières internationales, qui était un peu ma spécialité, puis sur l'Europe. Et en 90, il m'a proposé d'être ministre des Affaires européennes. Et c'est comme ça que je suis rentrée en politique. Voilà, et puis après j'ai été députée européenne, puis ministre de la Justice avec le gouvernement Jospin entre 97 et 93. Et après, je suis devenue députée. Bon parcours. Deux questions même directement. Ça rentre peut-être pas complètement dans votre périmètre, mais ça m'intéresserait quand même d'avoir votre avis. C'était de savoir ce que vous pensiez de l'engagement de la jeunesse, peut-être en 7-5 minutes dans votre circonscription. Et la deuxième partie, ce serait pour des jeunes qui se sentent politisés, mais qui n'ont pas forcément suivi un parcours politique. Comment ils peuvent s'engager et apporter leur pierre? Bon, d'abord, moi je tâche dans le travail que je fais d'encourager toujours des associations comme la vôtre. Je pense que c'est très important, surtout dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, où l'individualisme, quand même, le chacun pour soi est de plus en plus répandu. C'est très important qu'il y ait des initiatives collectives, que les jeunes se retrouvent entre eux, qu'ils aient envie d'avoir une vie sociale et collective dans la société. Alors on a la chance en Seine-Saint-Denis d'avoir énormément d'associations, justement, pas partout le cas, qui animent cette vie et ce lien collectif, hein, le lien social, la vie ensemble, tout simplement. Et je trouve très bien que voilà, les jeunes s'engagent, soit pour avoir des formations, soit pour participer à la vie civique. Voilà. Alors après, si l'engagement politique il peut prendre plusieurs formes. Ce qui est le plus classique, c'est d'adhérer à un parti politique, donc celui de son choix, j'espère pas le Front National.
Mais voilà, après les partis démocratiques, quoi, enfin, qui respectent les valeurs de la République. Et puis, donc ça c'est le parcours le plus classique. Souvent, les jeunes sont... Alors, il y a des mouvements de jeunes dans tous ces partis, hein, donc... alors, quelquefois, c'est un peu rebutant parce que, bon, c'est particulier. Mais si on n'aime pas faire ça, il y a l'engagement associatif, très très important. Et ici, en Seine-Saint-Denis, il y a une foule d'associations qui font un tas de choses. Et que moi, je tâche d'aider autant que je peux, soit en participant à des rencontres, soit avec la réserve parlementaire, parce qu'on a, quand on est député, on a une sorte de cagnotte de subventions qu'on peut attribuer, c'est très contrôlé par le ministère de l'Intérieur. On peut soit subventionner des projets des collectivités territoriales, enfin des communes dans lesquelles, soit des associations. Donc moi je fais moitié-moitié, c'est-à-dire moitié Aubervilliers, moitié Pantin, moitié association, moitié investissement des villes. Par exemple, là, il y a des efforts. Donc, on choisit avec les maires, par exemple, pour les villes, quelles sont les innovations qu'on peut. Alors, c'est en général pas grand-chose par rapport au budget total, mais quand il faut refaire un square, quand il faut. Et puis, les associations, c'est très divers, culturelles, sociales, civiques. J'essaye de faire tourner un peu parce que. Alors, par ailleurs, j'en parlais tout à l'heure, peut-être au forum, moi j'ai toujours travaillé dans toutes mes fonctions politiques, et mes responsabilités ministérielles, j'ai toujours travaillé avec les associations. Parce que j'estime que ça ouvre, d'abord c'est comme ça qu'on touche la population, voilà, qu'on peut mieux appréhender les problèmes, les choses qui se font. Et je ne pense pas qu'on puisse faire de la politique en vase clos, comme ça, vous voyez, entre l'Assemblée nationale. Et donc, j'ai toujours beaucoup travaillé avec les associations. Quand j'étais ministre des Affaires européennes, je travaillais autant avec des associations qui s'engageaient pour l'Europe avec mon administration et le ministère des Affaires étrangères. Même chose au ministère de la Justice. Parce que là, au ministère de la Justice, les associations, c'est un deuxième service public. La protection judiciaire de la jeunesse, qui s'adresse à des jeunes victimes ou à des jeunes délinquants, elle travaille principalement avec des associations. La pénitentiaire aussi, pour aller visiter les détenus, c'est des associations. Les magistrats de plus en plus, parce que quand il s'agit de faire de l'accès au droit, des informations sur comment accéder à la justice. Samara, tu as une question? Vous voulez savoir pourquoi vous étiez plus centré sur Campagne? Alors, écoutez, parce que pour être élu à l'Assemblée nationale, on est élu dans des circonscriptions législatives qui sont découpées par les gouvernements. Donc, en Seine-Saint-Denis, il y en a 13. Et on est obligé de se présenter, c'est un scrutin uninominal, c'est-à-dire on est élu non pas sur une liste, mais sur son propre nom, avec un suppléant. Et donc il faut se présenter dans une de ces situations. Et on m'a proposé en 2002, quand j'ai quitté le gouvernement, on avait perdu les élections. Lionel Jospin, qui était mon Premier ministre, malheureusement n'a pas accédé au deuxième tour, parce que le Front National, ça ne va pas. Et donc,
la députée de Bondy, Noisy-le-Sec et Romainville, qui voulait arrêter, qui était malade et qui avait fait plusieurs mandats, m'a dit Elisabeth, j'aimerais bien que ce soit toi pour les comptes. Quand j'étais ministre de la Justice et j'étais aussi ministre de l'Emploi et de la Solidarité, j'avais beaucoup travaillé avec elle. C'est une femme très énergique, qui s'appelait Véronique Neyers, très, très combative, qui travaillait d'ailleurs beaucoup avec les jeunes. Donc elle m'a dit j'aimerais bien que ce soit toi qui vienne me remplacer. Donc après, ça a été un travail interne au Parti Socialiste, où j'appartiens depuis le début. Et voilà, quand je suis arrivée en Seine-Saint-Denis, donc j'ai été élue une première fois donc en 2002, j'ai été réélue en 2007. Et puis après, alors le gouvernement de droite à l'époque, on était dans l'opposition, a fait un redécoupage pour nous compliquer la vie ici en Seine-Saint-Denis. Il y a une majorité de députés, une collectivité dirigée par les socialistes. On était dans l'opposition, à Sarkozy, à Fillon, qui était Premier ministre à l'époque. Donc ils ont imaginé un redécoupage des circonscriptions de Seine-Saint-Denis. Et ma circonscription, donc, où j'étais élue depuis 10 ans, Bondy, Noisy-le-Sec, Romainville, s'est venu ajouter Loupre-Saint-Gervais-les-Lilas, où Claude Barthelone, qui était un de mes amis, était député déjà. Mais lui, il était député Pré-Saint-Gervais-des-Lilas, qui était rattaché à Pantin. Aubervilliers étant rattaché à La Courneuve. Vous voyez un peu le truc, donc ils ont trituré tout ça. Et ils ont dit, dorénavant, le Pré-Saint-Gervais-des-Lilas sera raccroché à Aubervilliers, Noisy-le-Sec et Bondy. Donc Claude Barthelone a dit, moi je suis là depuis, j'étais là depuis beaucoup plus longtemps que moi, et puis donc je vais rester là. Et donc en quelque sorte, je suis venue dans sa circonscription, et lui, il est allé dans la mienne. Je m'en plains pas, il se passe des tas de choses ici. Ça a été un peu difficile, parce que vous restez 10 ans élu quelque part, c'est beaucoup d'amitié, beaucoup de liens qui se créent, beaucoup de... Donc on aurait préféré pas avoir à faire ça. Mais bon, si à Pantin ou Aubervilliers se passe des tas de choses intéressantes, c'est toujours la Seine-Saint-Denis. Dans votre parcours, est-ce que vous avez éprouvé des difficultés particulières du fait d'être une femme? Alors écoutez, dans ma vie professionnelle, que ce soit comme fonctionnaire à l'ENA, pas du tout. Parce que je me rendais bien compte déjà à l'époque que c'était pas normal d'avoir aussi peu de filles dans cette école. Donc on était... Puis avec les jeunes de mon âge, on a déjà des différences. Après, dans l'administration non plus, parce que là aussi, ils se rendaient compte, on était avec mes camarades d'école, d'ailleurs, les deux premières à sortir à la direction du Trésor au ministère des Finances, qui était une direction prestigieuse. Donc on nous a accueillis comme on était... On nous a accueillis comme on accueille... Dans ces situations-là, les femmes sont très minoritaires, bon, à la condition de bien faire son boulot, d'assurer, on est plus visible que... Là où j'ai commencé, alors après, avec Jacques Delors, avec pas de problème, avec le président Mitterrand non plus, traiter ses collaboratrices et collaborateurs de la même façon. Et d'ailleurs, quand on nous présentait au président Mitterrand des noms de ses futurs collaborateurs, collaboratrices, il demandait toujours à ce qu'il y ait une femme. Il disait proposez-moi 3 noms, et sur ces 3 noms, je veux qu'il y ait une femme et un nom énarque. Parce que lui, il trouvait que les énarques, à juste titre d'ailleurs, étaient formatés comme ça, écrivaient pas bien le français. Alors, étaient techniques. Donc non, là, et alors, quand j'ai commencé à faire des campagnes électorales, là c'était, d'ailleurs ça n'a pas cessé, enfin c'est moins,
visible maintenant, ils attaquent en dessous de la ceinture tout le temps. Alors c'est une femme qui est dans l'arène électorale et elle est toujours trop quelque chose. Elle est trop grosse ou trop maigre, elle est trop belle ou pas assez, elle est toujours sur le physique. Et puis des remarques sexistes en permanence. Alors quand on est arrivé à... Quand j'étais au gouvernement, dans le gouvernement Jospin, on était 7 femmes. Sur combien on était le tiers, on allait sur un gouvernement de 25. Et alors on avait décidé, d'abord on déjeunait ensemble, on avait des postes importants. Hein. J'étais ministre de la Justice, numéro 3 du gouvernement, Martine Aubry était numéro 2. Il y avait Dominique Voynet, qui était même gouvernement, Ségolène Royal, la famille, etc. Et alors on se réunissait toutes les 7, Marie-Georges Buffet, on se réunissait toutes les 7 une fois par mois, et on avait décidé, la première séance à l'Assemblée nationale, on avait décidé, et on avait fait savoir que si jamais il y avait des remarques sexistes ou des bruits, on sortirait tout ensemble de l'Assemblée. Voilà. Ça s'est pas produit finalement, parce que... Mais imaginez-vous qu'à l'époque, à l'Assemblée, donc c'était en 1997, il a fallu qu'on demande d'autorisation pour venir en tailleur pantalon, avec un pantalon à l'Assemblée. Alors maintenant c'est l'inverse. Maintenant on vous reproche de porter des jupes, quoi. Et on siffle Cécile Duflot quand elle met une robe. Bon. Des types. Non, donc c'est franchement pas. Mais de toute façon, c'est dur. Moi, j'aimerais avoir votre avis sur le revenu universel proposé par Benoît Hamon. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Sur quoi? Le revenu universel. Le revenu universel? Non, moi j'aime pas. Pourquoi? Moi j'aime pas parce que c'est pas mon idée du travail. Je pense qu'il vaut mieux mettre le paquet pour fournir des vrais emplois plutôt que de donner de l'argent sans que ce soit la contrepartie d'un travail. Voilà. Alors, en revanche, ce que je trouve intéressant, parce que maintenant il a beaucoup modifié, c'est de donner quand même un revenu minimum aux jeunes entre 18 et 25 ans qui jusqu'à présent n'ont rien, ça oui. Mais puis le revenu universel, les chiffrages tout de suite ont montré entre 350 et 450 milliards d'euros, je ne sais pas où vous le trouvez. En plus, c'était une idée ultra-libérale. Au départ, c'est un économiste américain qu'on appelait l'école monétariste, Milton Friedman, qui avait proposé ça, parce que pour eux, dès lors qu'on donnait ce revenu universel à tout le monde, de façon indifférenciée, qu'on soit riche, pauvre, tout ça, ça permettait d'abolir la sécurité sociale, l'assurance chômage, l'assurance maladie. Bon, mais ça, c'était pas l'idée de Benoît Hamon, hein. C'était un complément de revenus. Mais moi, je pense que je reste dans une optique plus traditionnelle. Il vaut mieux avoir des entreprises qui peuvent d'abord avoir des contrats les plus stables possibles des CDI, payer correctement leurs collaborateurs. Voilà, mais maintenant il a reformaté tout ça, c'est devenu rien à voir avec la proposition du début. On continue à la faire revenu universel. Donc voilà, pour les jeunes c'est bien. Pour certaines catégories, probablement pour certaines